Bonjour à tous, c'est un débrief de l'actualité de l'intelligence artificielle que je vous propose aujourd'hui dans Smart Tech. On va en parler avec Anne Bretonnière qui est chef data science et IA chez Renault, avec Sylvain Duranton qui est le directeur monde du BCG-X et puis Alexandre Zapolski, le président de l'Inagora. On va parler notamment de ces grands modèles d'intelligence artificielle avec cette open source qui était un espoir pour la France qui voulait se différencier. On va parler aussi des perspectives économiques réelles de cette intelligence artificielle et puis du futur. Est-ce que l'IA générative, c'est l'avenir? Grande question, on essaiera d'y répondre. Et puis on aura aussi une chronique de David Lacomblette de la Villa Numéris qui nous parlera des contes et légendes autour des humanoïdes. Mais d'abord, je propose qu'on démarre avec l'humain. L'humain demain dans les nouvelles réalités. C'est tout de suite 3 questions dans Smart Tech. Je reçois aujourd'hui Indira Touvenin. Bonjour Indira. Bonjour. Bienvenue dans Smart Tech. Vous êtes enseignante chercheuse au laboratoire CNRS EDIASIC à l'Université de technologie de Compiègne. Vos travaux de recherche portent sur nos interactions, pour faire simple, avec les machines dans des environnements virtuels ou mixtes, qui mixent la réalité et le virtuel. Je voulais savoir dans quel état finalement on était plongé quand on arrive comme ça dans un environnement complètement virtuel ou de réalité mixte. Qu'est-ce que ça a comme effet finalement sur nos émotions, peut-être même nos prises de décision? Alors, lorsqu'on est dans un environnement virtuel, on va avoir envie très vite d'interagir, de bouger, de découvrir le monde. Et puis, il y a plusieurs situations. La situation classique, c'est que vous manipulez des objets, vous naviguez, vous visitez, mais vous pouvez aussi avoir votre corps virtuel. Et votre corps virtuel, il faut un certain temps pour en prendre conscience. Et la technologie va être très importante pour avoir des mouvements qui soient naturels et que vous ayez le sentiment d'être présent dans le monde virtuel. C'est un peu comme si on réapprenait à bouger notre corps, en fait, ou à marcher pratiquement. C'est ça. Quelque part, c'est un petit peu une marionnette que vous devez utiliser. Mais cette marionnette, selon les technologies, selon les casques que vous utilisez, selon les moteurs 3D que vous utilisez, des moteurs de jeu souvent, ça va vous permettre d'avoir une finesse d'interaction ou au contraire d'être bloqué, d'être frustré. Ok. Et je vous demandais quel impact ça peut avoir sur aussi notre état cognitif, sur nos prises de décision. Est-ce que ça perturbe tout? Est-ce qu'on est différent face à une réalité virtuelle? Oui, on peut être différent. Par exemple, il y a un effet qui s'appelle l'effet Proteus, qui a été découvert par un chercheur à Stanford. Et cet effet vous donne une sensation de puissance, c'est-à-dire que vous êtes incarné dans un corps virtuel de héros, par exemple, et vous avez davantage confiance en vous. Donc ça pourrait être utile pour l'enseignement, pour la formation. De même que si vous êtes incarné dans un corps virtuel de femme et que vous êtes un homme, vous pouvez être sensibilisé à des difficultés qu'affrontent les femmes. On peut aussi imaginer la situation de s'incarner dans le corps d'un enfant face à des adultes qui sont en conflit, qui parlent très fort et qui sont inquiétants. Et c'est un outil de prise de conscience très efficace. Oui, alors au-delà juste de simuler des réalités, on les vit vraiment, finalement, ces expériences dans la réalité virtuelle. C'est ça. Ça a on les un vit. véritable impact sur nos émotions, notre perception du monde. Oui, et ça peut changer notre perception du monde réel. C'est ça qu'on observe dans les études scientifiques, c'est qu'il en reste quelque chose. On est vraiment impacté à la fois du point de vue de la compréhension, mais aussi du point de vue de la mémoire, des émotions. On a vraiment vécu, quand on utilise même un simulateur de vol, quand on a fait une chute très brutale, on interdit le crash final dans un simulateur de vol parce qu'ensuite les gens font des cauchemars pendant des années. Oui. C'est très impactant. Donc on est vraiment loin juste de l'utilisation ludique. Vous me parlez d'applications très fortes, sociétales, qui pourraient avoir un impact important. Ce sont ces cas d'usage que vous étudiez, j'imagine? C'est ça. Il y a déjà eu des cas d'usage. Alors, par exemple, des sociétés qui veulent former des managers à la parité. Donc, ils demandent à des managers de prendre un casque de réalité virtuelle et de s'incarner dans le corps d'une femme. Mais il y a aussi des expériences qui ont été faites pour des enfants, pour le harcèlement. Oui. Et donc, qu'est-ce que c'est que le rôle de la victime, le rôle du bourreau, et comment on le vit, et comment on peut accompagner aussi ces problèmes-là. Et est-ce que vous iriez jusqu'à dire que ça pourrait nous changer à nous, êtres humains, cet humain virtuel qu'on est en train de découvrir? Est-ce que ça pourrait être une nouvelle forme d'humanité?
qui émergerait? Absolument, c'est déjà utilisé en thérapie. Ça existe en cyberthérapie. On peut avoir, par exemple, des expériences qui nous permettent d'aborder notre peur de la foule, l'agoraphobie. On met d'abord quelques personnages dans la foule, ensuite on en met plus. Ils peuvent avoir des comportements plus ou moins agréables ou désagréables. Il y a aussi des formations à la prise de parole en public, où les gens s'ennuient, sortent de la salle, s'endorment, vous coupent la parole. Et donc ça vous demande de prendre un petit peu plus votre place. Et ensuite, c'est vraiment tester et évaluer dans l'expérience réelle. Et l'IA générative, c'est un booster pour ces mondes virtuels? Alors c'est un booster pour la création des environnements, puisqu'on peut prendre parmi toutes les scènes, tous les objets, on peut créer plus rapidement des environnements 3D. Ça peut aussi permettre de créer des dialogues, du son. Ça peut permettre de créer des scénarisations, parce que comme dans le jeu vidéo, en réalité virtuelle, on a besoin de scénariser. Et c'est aussi utilisable pour des interactions un peu plus complexes qui font appel à des notions comme du déplacement, de la visualisation. Donc, c'est un vecteur d'accélération, finalement, de création. Eh ben alors, Indira Touvenin, pardon. Vous allez rester à l'écoute de Smartech parce qu'on va parler d'intelligence artificielle juste après. Merci beaucoup pour vos éclairages sur ces nouvelles réalités qui nous changent à nous, êtres humains. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à vous. Pour commenter l'actualité de l'intelligence artificielle, j'ai convié Anne Bretonnière. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes la chef data science et IA chez Renault. Et puis avec vous, Sylvain Duranton, le directeur monde de BCG-X. C'est l'activité en fait du grand groupe de conseil en stratégie qui est vraiment concentrée sur la data et l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Exactement. Et également en plateau, Alexandre Zapolski, le cofondateur et président de l'Inagora. Bonjour Alexandre. Bonjour Delphine. Alors, je propose qu'on commence avec, c'est une question presque pour Alexandre que j'ai envie de poser, avec cette question autour de l'open source et de l'intelligence artificielle. On a cru à un moment que ce serait une façon pour l'Europe de se différencier dans ces grands modèles de langage américains qui s'imposent, avec Mistral qui nous est apparu comme une promesse d'un certain leadership européen à travers des modèles open source. Et puis là, patatras, ça s'écroule un petit peu tout ça quand même. Alexandre, quelle est votre perception de ce qui se passe? Ça s'écroule pas uniquement parce que Mistral a signé un partenariat avec Microsoft et a décidé finalement que son modèle de langage large serait sous forme propriétaire et payant. Ça s'écroule aussi parce qu'on a Elon Musk qui sort Grok en open source, un Américain, Meta aussi qui se positionne sur l'open source. Donc finalement, c'est plus ça le sujet, l'open source et l'Europe Comme toujours, il y a open source et open source. C'est comme dans le green. C'est-à-dire tout le monde veut être green et il y a beaucoup de greenwashing. Et donc, il y a beaucoup d'open source washing. Et donc, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on met le mot open, voire même open source, qu'on est open source. Et donc, il faut d'ailleurs que l'écosystème travaille sur ce sujet-là. Nous, on travaille avec l'Open Source Initiative pour justement définir ce qu'on va pouvoir appeler open source AI. Notre conviction, c'est que qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Alexandre? Que par exemple, le modèle de Meta n'est pas véritablement open source? Ah, c'est clair, ça a été dit. L'Open Source Initiative... On l'a même dit sur ce plateau. Ben voilà, exactement. Une question un peu faussement innocente. C'est une fausse, une fausse question, une fausse interrogation. Donc, non, c'est pas open source. L'OSI l'a dit. C'est de la science ouverte, en fait. Exactement, c'est de la science ouverte. C'est-à-dire que ce que font ces soi-disant modèles LLM, soi-disant open source, c'est qu'ils permettent, sous certaines conditions, et donc ils limitent la possibilité de pouvoir les utiliser, sous certaines conditions, vous avez le droit d'utiliser en fait le logiciel. Mais par exemple, vous n'avez pas le droit d'en faire un usage commercial. Et puis surtout, ils livrent certes le modèle, ils livrent les méthodes d'entraînement, mais ils ne livrent pas les datasets. Et nous, on est très clair. Une IA réellement open source, c'est une IA pour laquelle vous avez accès au modèle, aux méthodes d'entraînement et aux datasets. Et c'est ce qu'on fait avec la communauté OpenLLM France. Grok 1, donc l'IA d'Elon Musk, pardon, n'est pas
totalement open source? J'étais sûr que vous me poseriez la question, donc je suis quand même allé vérifier juste avant de venir et je vous le réponds, non, il y a pas, non, il livre pas en fait le dataset. Alors le dataset d'un autre côté, on le sait, c'est tout Twitter. C'est Twitter. Mais ce qui pose aussi une difficulté, c'est que quand vous connaissez pas en fait votre dataset, vous savez pas qu'est-ce qu'il y a dedans et vous n'êtes pas certain que ça soit des données de qualité et ça peut poser en fait des difficultés. Alors je vais pas donner les noms de ces moteurs open source d'IA, mais certains, par exemple, quand vous les interrogez sur quelle est la capitale de Taïwan, leur réponse naturellement c'est Pékin. Parce que pour un certain nombre de modèles LLM, ils considèrent... problème géopolitique. Exactement, la même chose sur le Sahara occidental. Certains vous disent que le Sahara occidental, c'est algérien. Et donc ça peut poser bien sûr en fait des problèmes à d'autres. Ou le cassoulet toulousain. Qui existent dans tous les LLM de qualité, on va dire. Mais certains, ils ont été entraînés sur des datas d'influenceuses américaines. Et la méthode que vous avez de cassoulet américain, c'est celle d'une influenceuse américaine. Ça ressemble en rien au cassoulet toulousain qu'on connaît. Je ne connaissais pas l'exemple du cassoulet, Alexandre. Pour respecter les cultures, les civilisations, il faut être clair. On a besoin de modèles réellement open source. Et c'est ça qu'on fait avec cette fameuse communauté Open LLM France, qui réunit aujourd'hui plus de 600 chercheurs CNRS, INRIA, et tout un tas de gens. Je suis quand même allé chercher, et on va l'afficher, le tableau des principaux langages, grands modèles de langage, les LLM, c'est de le dire en français à chaque fois, ça me fait vriller le cerveau. Si vous regardez bien dans cette liste, c'est propriétaire, 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 propriétaire. Anne, faire de l'IA open source, c'est très compliqué ? C'est possible. Mais ça nécessite déjà des jeux de données, comme on l'a dit, sur lesquels on peut finalement construire, parce que finalement, comme on va donner une réponse à partir de ces données qui ne soient pas trop biaisées, et si le biais, faut qu'on les choisisse, qu'ils soient en accord avec nos valeurs. Après, construire ces modèles-là sur de l'open source et du fine-tuning, on peut le faire et il faut le faire pour qu'on puisse rajouter nos domaines d'expertise. Donc, est-ce que l'open source, c'est possible ? Oui. Après, nous, pour des grands groupes comme Renault, on n'a pas vocation à devenir des boîtes créatrices de large language model. On a des vocations à les utiliser pour créer des nouveaux produits, des nouveaux services au service... des gens. Mais cette question du choix, quel modèle on choisit, est-ce que l'open source, c'est une question qui se pose ? Là, je vais peut-être me tourner vers Sylvain et reprendre ma question au départ. On avait cette ambition de créer un modèle européen open source. Est-ce que ça, c'est totalement abandonné ? Est-ce que l'open source peut avoir une place dans les grands modèles de langage demain ? Quel est votre regard là-dessus ? Alors déjà, vous demandiez sur l'IA. Il faut voir que sur l'IA, il y avait beaucoup d'open source qui s'est développé historiquement. Quand on a travaillé en machine learning, en deep learning, il y avait des bibliothèques open source enrichies par des communautés, ça tournait. Donc, c'était possible. Alors, sur GenAI, je dirais que ce qui rend le modèle open source plus difficile, mais pas non moins désirable, c'est qu'il y a besoin de puissance de calcul pour l'entraînement et que c'est cher. Et qu'à un moment donné, on peut fédérer assez facilement du travail de codeur, parce que chaque individu peut contribuer. Maintenant, avec les coûts d'entraînement, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on n'a pas une émergence évidente d'open source aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être envisagées. Il y a, et ça a été dit, l'exemple de Meta qui dit, voilà, moi je vais mettre à disposition, mais ça coûte très cher. Et du coup, il y a la question de savoir est-ce que c'est du vrai open source ou pas du vrai open source. Il y a des modèles qui ne sont pas complètement purs. Il y a ce qui s'est passé, il y a plusieurs grands modèles sur lesquels on est passé d'un discours qui était très open à un discours qui s'est... Alors, par exemple, Mistral AI s'explique en disant on n'a jamais dit qu'on ferait que de l'open source. Sûr, c'est des modèles hybrides. Voilà, mais donc ce grand modèle, il a choisi de le passer en mode propriétaire pour une raison économique. Oui, parce qu'en fait, à un moment, c'est dur de le faire tourner. Après, ce que je pense, c'est que nous, quand on déploie ces technologies, alors, quand on déploie ces technologies, c'est pas le pari sur un modèle. En général, on en déploie plusieurs à la fois qui se répondent, etc. Et je pense qu'il y a plusieurs natures d'enjeux. Il y a la course. Alors, il y a la course à la puissance. Et là-dessus, les modèles les plus génériques, versatiles, etc., qui sont la liste que vous montriez là, il y a une course aux armements là-dessus. Et sur cette course aux armements, à un moment donné, il faut arriver à financer de l'infra. Alors, on peut imaginer qu'il y ait des moyens de financer de l'infra qui soient fédérés. On peut imaginer qu'il y ait des personnes qui soient prêtes à contribuer de l'infra.
Et on peut se dire qu'il y a des modèles puissants qui peuvent émerger, qui soient en open source. Après, il y a aussi tout un tas d'autres modèles qui peuvent être plus spécialisés pour certains usages, qui vont requérir beaucoup moins de puissance de calcul, où là, le modèle open source peut marcher à plein, et il n'est pas complètement dit de quel est le type de modèle à la fin je ne pense pas qu'il y ait un type de modèle qui va remporter la mise. On aura tout un tas de variétés de types de modèles que les gens vont utiliser. Je pense que certains modèles commerciaux vont perdurer, alors que si vous prenez en ML, il n'y a aucun modèle commercial qui a jamais perduré, c'est passé en full open source. Je pense qu'il y aura une partie qui sera en open source, il y a une partie qui sera commerciale. Pour moi, le plus important, c'est de s'assurer qu'il y ait de l'open source. Parce que si on est dans un système où il n'y a plus que du commercial aux mains de quelques très grosses entreprises de tech qui seront probablement américaines pour nous, on est un peu en danger quand même. Et je ne parle même pas simplement de l'économie, c'est juste pour le bon fonctionnement du marché, de la société, etc. Et là, notre culture. Et notre culture, pour moi, c'est vital. Mais là, je pense qu'il y a des enjeux, au-delà de la technique, qui sont des enjeux réglementaires. Il y a une bataille de lobbying qui fait rage sur ces sujets. Et je pense que tout ce qui peut favoriser l'émergence de solutions européennes ou open source, je pense que c'est très important. On a essayé de donner un coup de pouce à Mistral AI, mais bon, finalement, ils ont quand même signé leur principal accord avec Microsoft, l'américain, parce qu'ils ont besoin de cette plateforme numérique gigantesque. Nous, on n'en a pas en Europe, des géants du numérique, tout simplement. Cet argument commercial, parce que c'est Arthur Mensch qui nous dit, moi, ce deal commercial va me permettre de financer la recherche. Alors en fait, ils ont besoin, ils ont besoin de la plateforme de diffusion. Ils n'en ont pas besoin de Microsoft pour une question de calcul. Ils en ont en fait besoin pour un go-to-market. Et donc, ils s'associent. Alors, c'est vrai que, en fait, ils prennent personne au dépourvu. Le business plan de Mistral était disponible en ligne. Il fait 7 pages et ils ont toujours été clairs. Ils développent en fait des modèles open source, mais ils ont toujours expliqué que leurs revenus viendraient en diffusant des modèles qui seraient, eux, plus open source, et les modèles les plus puissants seraient propriétaires et payants. Donc, en réalité, quelque part, si les journalistes avaient fait d'efforts d'aller regarder et de gratter un temps soit peu... Pas que les journalistes, parce qu'il y a beaucoup de la communauté open source qui avait aussi envie d'y croire à ces modèles. Et oui, mais c'est ça, parce que en fait... Non, vous avez raison, Delphine. Non, mais ici, en plus, vous avez toujours fait un travail en fait, d'analyse sérieux, et bien sûr, ce n'était pas une critique en fait, vis-à-vis de Smartech. Bien sûr. Mais honnêtement, toute l'information était disponible depuis le départ. Donc, personne n'aurait dû être surpris. La surprise, c'est le deal avec un Américain. Oui, non, c'est pas une surprise, parce que naturellement, si vous voulez en fait avoir un marché mondial, il faut aller voir en fait ces grands acteurs mondiaux. Mais par contre, l'erreur, c'est de croire que en mettant tous nos œufs dans le même panier, on va y arriver. Et donc, ce qui est essentiel, c'est la biodiversité numérique, y compris dans les IA open source. Et donc, moi, je suis convaincu que Mistral va avoir en fait certainement beaucoup de succès et je leur souhaite beaucoup de succès et tant mieux qu'on ait des champions français qui aient des succès. Mais ma conviction profonde, c'est que Mistral ne sera pas l'acteur champion de la souveraineté numérique dans le domaine de l'IA française et européenne. Et pour ça, je pense que moi, il faut casser les codes, il faut complètement changer le game. Et donc, le seul modèle qui va permettre de s'imposer face aux géants américains, ce sont justement des modèles réellement open source. Et c'est pour ça qu'il faut inventer des nouvelles façons de Surtout que là, on est au début de l'histoire, donc il n'est pas trop tard. Exactement. Il faut fabriquer différemment. Il faut fabriquer différemment. Et donc, ne pas tout attendre d'un seul acteur économique. Et c'est là où la coopération entre le public et le privé est essentielle. Sur les moyens de calcul, on nous dit toujours, oui, il y a des problèmes, ça coûte cher, etc. Ben, c'est faux, parce que quand vous faites de l'open source, vous avez accès en fait, à des moyens de calcul qui sont juste gigantesques. En France, on a une organisation qui s'appelle le GENSI, qui gère le fameux supercluster GenZ, qui vient d'ailleurs aujourd'hui, qui a annoncé en fait son extension. Il vient d'acheter en fait des clusters supplémentaires auprès de Exbull, donc Atos aujourd'hui, évident. Et donc, on n'est pas pauvre en moyens de calcul en fait en Europe. Et puis surtout, c'est que ça, c'est pour l'entraînement. Mais ensuite, sur la partie business commercial, sur la partie inférence, fine-tuning, la réalité, c'est que vous n'avez pas tant besoin de moyens de calcul que ça. Et d'ailleurs, on développe de plus en plus des modèles light ou plus légers. Absolument. Qui permettent d'être inférés ou fine-tunés juste sur des CPU. Donc tout ça, c'est du blabla. La réalité, c'est qu'il y a une troisième voie qui est possible et qu'il faut qu'on bosse en fait dans cette direction et surtout qu'on ne se décourage pas. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Allez, il faut qu'on accélère. L'autre sujet, c'était sur les perspectives économiques liées à l'intelligence artificielle.
on va dire de manière générale, pas que générative, mais enfin en ce moment c'est quand même ça l'emballement. Comment c'est perçu par exemple au sein d'un grand groupe aujourd'hui, l'IA, comme un générateur de nouveaux business, C'est un générateur de croissance, d'emploi, En fait, l'IA ou l'inverse? va s'intégrer. Non, on va transformer notre manière de travailler, on va transformer aussi nos produits. Avant, on vendait des voitures pour aller d'un point A à un point B. Maintenant, c'est des produits technologiques. On va pouvoir pousser des nouveaux services, pousser améliorer l'expérience finalement de mobilité. Et l'expérience de mobilité, ça va pas simplement être le moment où vous montez dans votre voiture. Ça va être quand vous êtes chez vous et que vous voulez aller vous accompagner vos enfants à l'école. Donc, on va venir vous suggérer de dégivrer votre voiture à 8h20 parce qu'il fait -5 aujourd'hui. Je voulais vous faire réagir, Sylvain, sur le chiffre qui est dans le rapport sur l'intelligence artificielle qui a été rendu récemment au président Emmanuel Macron, qui nous parle de 250 à 400 milliards d'euros du PIB à horizon 2030-2035, une hausse, de ce niveau-là. Vous y croyez, grâce à l'IA? Alors oui, quand on cumule 1% de croissance pendant suffisamment longtemps, ça fait des chiffres qui donnent le vertige. Donc la question, c'est est-ce que c'est moteur de croissance pour les économies ou pas? Oui. Et la réponse, c'est oui. Alors, de deux façons. Aucun doute. À aucun doute. Il y a deux choses qui jouent. La première, c'est qu'il y a des gains de productivité qui peuvent être faits. Et la productivité, c'est de la croissance. C'est un des moteurs de la croissance économique, c'est la productivité. Et puis ensuite, il y a des gains de revenus, ce que vous demandiez. Et quand on voit, nous, les entreprises, on a fait un sondage là, en fin d'année dernière pour voir un petit peu le niveau d'avancement des entreprises sur l'intelligence artificielle. En France ou dans le monde? Dans le monde. Okay. Dans le monde, mais on a un échantillon français et les messages sont les mêmes. Quand on regarde les entreprises qui sont les plus avancées, elles travaillent toutes à la fois sur des sujets de productivité et des sujets de revenus. On est bien sur ces deux choses. Alors, la productivité, c'est parfois un peu impalpable, parce que tout le monde a été frappé par les annonces faites par tel acteur de call center ou telle entreprise. Qui licencie. Licencier 800 personnes, etc. Bon. Il licencie peut-être un peu trop vite, je sais pas. Après, la plupart de la productivité qui vient grâce à ces outils, c'est une productivité de faible ampleur pour beaucoup de monde. Et le déploiement de tous ces outils, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent quelques heures par semaine dans leurs travaux, etc. Alors, est-ce qu'on se dit quelques heures par semaine, on va arriver à faire des immenses restructurations pour ça? Non, je ne pense pas, parce qu'une fois que chacun a gagné 2 heures, bon, on va pas en faire grand-chose. En revanche, il va y avoir ces gains de productivité vont se matérialiser parce qu'on va faire un peu plus, un peu différent, un peu ceci, un peu cela. Et moi, je vous suggère qu'on organise un débat sur cette question de l'emploi et de la croissance, parce que malheureusement, on a déjà écoulé tout le temps qu'on avait pour discuter de cette actu de l'IA. On n'aura même pas eu le temps de terminer nos sujets. Merci beaucoup, Anne Bretonnière de Renault, Sylvain Duranton du BCG, Alexandre Zapolski de l'Inagora. C'est passé très vite. Je vous réinviterai bien évidemment avec grand plaisir. On termine cette édition avec David Lacomblède, le président du think tank La Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Et aujourd'hui on part au théâtre, c'est super. Vous nous emmenez voir Contes et légendes de Joël Pomera qui met en scène des humanoïdes. Exactement, la pièce s'est terminée il y a quelques jours avec un exercice d'anticipation. Vous me direz, c'est l'art d'être en avance sur son temps, même si là on est sur un exercice d'anthropologie à la rencontre d'humanoïdes, ils sont qualifiés comme tels sur scène, qui ont la spécificité d'être des serviteurs des humains, qu'ils leur fassent les courses, qu'ils gardent leurs enfants. Et d'ailleurs, ils font un peu peur aux adolescents parce que ils sont étranges, ils sont à leur image aussi, moins réels et un peu plus stroboscopique. Je ne le tiens pas encore complètement, l'humanoïde. C'est drôle, c'est émouvant, c'est bien dirigé, c'est bien joué, avec une pièce qui a été créée avant l'avènement des IA génératives et qui a donc été remise au jour à cette aune-là. Et effectivement, c'est un bon spectacle. Et alors, quels enseignements en tirez-vous ? C'est l'annonce en quelque sorte de ce qui pourrait arriver dans des pays occidentaux comme le nôtre, des pays vieillissant, avec de la main-d'œuvre qui va se faire rare, et où finalement les machines pourraient devenir de parfaits auxiliaires de vie acceptés. Regardez d'ailleurs ce qui se passe au Japon, c'est 30 ans d'avance sur ce qui pourrait très bien arriver en Europe. Et ces robots
ne sont jamais aussi bons que lorsqu'ils sont interprétés par des humains. C'est le cas sur scène, et ça me rappelle d'ailleurs ces humanoïdes que l'on voyait dans la série Real Human, 100% humain, qui avait été diffusée en 2012 sur Arte, avec quelques biais. Il faudrait avoir les cheveux blonds, la mèche sur le côté et l'arrêt quand on est un robot. Alors ça me rappelle un peu le Turc humain. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette machine, de cet automate. L'automate est l'ancêtre du robot et qui jouait aux échecs. Et il y avait un humain caché en dessous. Alors ça a été détruit dans un incendie. Depuis, il y a une réplique avec un logiciel qui cette fois-ci joue très bien aux échecs d'ailleurs. Et on a vu depuis que les IA savaient faire des prouesses. Souvenez-vous du match Garry Kasparov Deep Blue, on doit être dans les années 90, où le maître d'échecs avait gagné certes le match aller, mais c'est bien la machine qui avait gagné le match retour. Et des Turcs mécaniques, on en a vu quand même beaucoup en matière numérique. Songez d'ailleurs aux fermes à Click ou à Troll, et qui viennent saper d'ailleurs l'opinion et truander en quelque sorte les audiences. Alors, mais on a accepté cette partie d'intelligence logicielle. On n'a pas encore basculé totalement dans un monde d'humanoïdes. Non, parce que si Dieu a fait l'homme à son image, l'homme et l'être humain, qui est finalement le dieu du siècle numérique qui commence à peine, est en train de créer le robot à sa propre image, avec là aussi quelques biais, me semble-t-il. Quels biais, expliquez-nous? Des biais d'automatisation, qui font qu'on a plutôt tendance à avoir une confiance exagérée dans la machine. On en a déjà parlé sur ce plateau. On est un jour férié, je sais bien que le magasin au coin de la rue est fermé, mais pourtant mon moteur de recherche me dit qu'il est ouvert et je vais quand même au magasin. Alors, ça peut prêter à sourire. Il y a eu des exemples plus dramatiques de personnes qui ont cru mordicus leur GPS et qui sont retrouvées dans des sables mouvants au milieu de plages. Et effectivement, il y a une certaine dépendance, ne serait-ce qu'à nos téléphones mobiles, de véritables doudous numériques, et qui nous offrent une image telle un miroir, non pas de ce que l'on est, mais de ce qu'on aimerait y voir. Est-ce qu'on s'attache aux machines, David? Oui, on s'attache, et c'est un peu troublant quand même. Moi, je me souviens d'enfants qui embrassaient leur Nabastak, qui étaient ces petits lapins dans les entrées des foyers. Mais regardez vos prompts, comment vous leur parlez. Est-ce que vous les voyez, vous les tutoyez? Est-ce que vous donnez des noms? OK, Google. De rien, ça c'est pour ceux qui ont un appareil. Dites-moi comment je vous parle, et je vous en dirai un peu plus sur le taux et le niveau d'humanité que vous mettez dans votre machine. Qui dit humanité dit droit. Oui. Et donc demain, est-ce qu'il va falloir créer un droit spécifique pour les robots? On a déjà des candidats à la présidentielle qui avaient bien voulu les taxer. Mais effectivement, certainement demain, y aura-t-il des droits associés à des robots, comme de toute façon il y a déjà des droits associés aux entreprises, par exemple, qui ont une personnalité morale indépendante de celle des humains. Merci beaucoup David Lacomblette de la Villa Numéris, et puis merci à vous de nous suivre avec une grande fidélité sur Bismart et également en podcast et en replay. À très vite, je vous souhaite une excellente journée.